Comment se transmet la maladie? La négligence de la connaissance la rendant ainsi chronique. Afrique Santé a donc le devoir de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. L'Afrique a perdu sa souveraineté alimentaire. En perdant sa souveraineté alimentaire, elle a ainsi perdu le droit à la bonne santé. Le contenu de nos assiettes brille par l'absence des produits locaux. Il y a impérialisme alimentaire, entraînant le danger dans nos assiettes. Avec son lot de conséquences, diabète, hypertension, maladies chroniques et j'en passe. L'Afrique, pour reconquérir sa totale santé, ne peut-elle pas consommer ce qu'elle produit, manger africain, enfin de barrer ou de faire barrage à l'importation des maladies dites de civilisation. Autant de questions pour des réponses données par des experts en santé et en plantes médicinales. Je vous présente le Dr Péchi. Dr Péchi, vous êtes spécialiste des plantes médicinales. Vous avez tous les droits d'être dans cette émission pour éclairer toute l'Afrique qui vous regarde en ce moment. Dr Péchi, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir M. Urich, bonsoir aux responsables d'Afrique Média, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Alors, je suis très content d'être ici comme d'habitude. Et je pense que sur le plateau, nous avons, n'est-ce pas, le devoir de vous informer en ce qui concerne, n'est-ce pas, les formules en plantes médicinales. Pourquoi? Parce que il y a longtemps, n'est-ce pas, les gens sont venus nous dire que les Africains, n'est-ce pas, que les plantes médicinales ne soignent pas. Mais cependant, on se rend compte que c'est ici qu'ils viennent, n'est-ce pas, cueillir les plantes pour aller transformer en médicaments chimiques, ce qui fait que quelque part, il y a des échecs. Alors, vous deviez faire, n'est-ce pas, retour dans nos systèmes, c'est-à-dire en retenant, par exemple, les formules de plantes médicinales qu'on vous donne ici, de façon, n'est-ce pas, à vous soigner et vous-même, parce que très souvent, quelque part, on nous dit qu'il y a des maladies qui ne se traitent pas, mais Dieu a créé, n'est-ce pas, Dieu a créé les hommes, n'est-ce pas, en leur donnant la possibilité de se traiter à travers les plantes médicinales qui constituent une médecine très douce et très capable de faire de grandes choses. Merci, Dr Péchi. On va pas, ce n'est que le tout début, on ne va pas se prolonger dans la présentation. Il faut retenir en substance que l'Afrique Santé, ce concept Afrique Santé qui est devenu pratique, a en toile de fond l'objectif de donner l'indépendance de la santé à tout Africain en prodiguant l'auto-soin, c'est-à-dire se soigner par soi-même avec les plantes de notre environnement. Ce qui caractérise bien l'Afrique. L'Afrique est riche en plantes médicinales. Professeur Oubarazak, vous êtes président de l'association des praticiens de santé au Cameroun, il faut bien le préciser. Vous êtes détenteur et même le créateur, l'inventeur de cette science, la rasosthérapie. Plus de 40 ans d'existence. Vos patients peuvent en témoigner. S'il fallait tous ces invités ici, il faudrait plus de 2 plateaux et beaucoup d'émissions à la fois parce que cette science, elle est complète. Vous êtes rasosthérapeute. Bonsoir, professeur Oubarazak. Merci, mon cher Rich. Merci de cette belle introduction. Et je remercie tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs qui nous suivent vraiment, qui suivent cette émission alléchante et captivante. Et je pense qu'au cours des débats, nous aurons beaucoup à dire. Beaucoup à dire, beaucoup à gagner de la part des téléspectateurs. L'instruction passera et la santé triomphera. Vous avez aussi, on a aussi sur ce plateau le docteur Tiamnou. Aujourd'hui encore, plus qu'avant, on a besoin de vos connaissances parce que vous maîtrisez à la fois les matières premières, parce que vous écrivez pas une documentation, mais un livre sur l'environnement. Vous êtes passionné de santé, vous êtes phytothérapeute, vous maîtrisez même la vitaminothérapie. Donc aujourd'hui encore, quand on parle de souveraineté alimentaire qui fait défaut à l'Afrique, souveraineté alimentaire aussi signifie aussi on se prend en santé. Alors, docteur Tiomnou, bienvenue sur ce plateau. Merci Yuri, merci à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Nous avons un vœu important à mener chaque Africain de la diaspora, chaque être humain à comprendre que le problème de santé, c'est d'abord une prise en charge personnelle et que la bonne santé s'obtient avec très peu de choses. La souveraineté alimentaire est un thème extrêmement important pour l'Afrique, ceci d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, le désastre écologique qui mine l'Afrique est exposée malheureusement à une insuffisance alimentaire, ceci dû essentiellement
à l'environnement, je l'ai dit, mais également à l'explosion démographique, l'urbanisation sauvage, puisque les campagnes se vident. Donc, le thème que Ulrich a évoqué est extrêmement important pour nous. Il faudrait qu'on en débatte. Et nous souhaitons que les téléspectateurs suivent ce thème avec beaucoup d'intérêt. Vos connaissances sont tellement océaniques et tellement vastes, sans limite, qu'on va essayer de recadrer un peu, hein, que le changement climatique, c'est vraiment une connaissance tout azimut. Docteur Faujean-Denis, vous êtes spécialiste, vous êtes hygiéniste de formation, hein, vous maîtrisez plus d'une science, donc plus d'une corde à votre arc, hein, cette science que vous tenez en même temps de l'Égypte, en même temps de l'Afrique, et vous connaissez aussi, parce que vous êtes enseignant d'université, dans une faculté dont je tairai le nom, président, vous dirigez un club de biotechnologie, hein, des universités en cycle, même ingénieur, il faut le dire. On compte sur vous pour dire, hein, et donner des preuves qu'en perdant la souveraineté alimentaire, l'Afrique a excessivement importé, et donc dans les plats, on a ce qu'on consomme, c'est carrément la maladie. D'où la flux de cette maladie dite de civilisation, telles que les insuffisances rénales, le diabète, l'hypertension et j'en passe. Alors, docteur Faujean-Denis, un mot à l'endroit des chers téléspectateurs. Je suis heureux, Ulrich, de retrouver les téléspectateurs d'Afrique Santé, d'Afrique Média aujourd'hui. Le point qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'alimentation. Qu'est-ce que nous avons dans nos assiettes? Est-ce que nous mangeons sain? Où va l'Afrique? Où va le monde? Nous constatons aujourd'hui que l'homme se meurt malgré le modernisme, ce modernisme aveugle et béat, qui ne nous présente que des mets falsifiés, dénaturés, qui ne fait qu'intoxiquer l'humanité. Nous avons l'impression qu'on nous fait beaucoup manger. Mais qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange sain? Il est grand temps que les Africains se réveillent, que nous puissions dire non aux intoxications alimentaires, non à tout ce qui nous vient d'ailleurs et qui ne s'adapte pas essentiellement à la nutrition, à l'alimentation africaine. Il est grand temps, Ulrich, que nous réveillons les téléspectateurs les valeurs des maîtres traditionnels africains. Il est grand temps que nous allons vers les peuples de l'Afrique centrale, vers les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Je pense notamment à ce peuple, les Yokoma de la République centrafricaine, de l'Est de l'Afrique centrafricaine, qui ont des mets formidables. Et aujourd'hui, Afrique Santé est là pour vous dire la vérité. Mangeons africain et vivons africain. Merci. Manger africain, c'est se soigner africain. L'impérialisme alimentaire est un mal qu'il faut décrire et combattre avec la plus grande énergie et même la dernière énergie. Thomas Sankara, prophète de son temps, a eu cette vision, mais malheureusement qui n'est pas suivie. Nous allons, pour jeter la première pierre, avoir ces souvenances, ces remémorations d'un point de son discours parlant de l'aide alimentaire. Regardons ensemble. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Docteur Thiomnou, hein, Thomas Sankara l'a si bien dit, on a perdu le contrôle de nos assiettes parce que on ne se retrouve plus dans nos assiettes. Le contenu de nos assiettes est devenu le reflet, donne comme reflet l'image du modernisme. Et ainsi, le modernisme n'a pas que d'avantages. Il a beaucoup d'inconvénients lorsqu'on parle de la santé. Quel est votre aperçu, quel est vos regards sur ce discours? Ce discours a été prononcé il y a une trentaine d'années. Il reste tout à fait d'actualité aujourd'hui, complètement d'actualité. L'Afrique doit s'amener
à la réforme alimentaire fondamentale. Je veux dire le changement de l'alimentation. Beaucoup d'auteurs ont écrit dessus. Les Africains un peu moins. Les Africains sont moins conscients de cette réalité. La souveraineté alimentaire, quand ça manque à un peuple, ça veut dire que le peuple est complètement déraciné. On ne sait plus comment se nourrir, on ne sait plus quoi boire. Et finalement, on copie les mauvaises habitudes alimentaires de l'autre côté de la Méditerranée, là-bas, ou de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce qui fait problème en Afrique aujourd'hui, l'Afrique a perdu ses racines, son ancrage culturel. L'ancrage culturel est fixé essentiellement dans l'alimentation d'un peuple. Il est temps que les Africains qui nous suivent commencent à prendre de bonnes habitudes alimentaires pour faire face à la dépendance, à l'indépendance alimentaire. On ne peut pas parler de la culture d'un peuple sans son alimentation. L'Afrique a une culture alimentaire complètement esclavagiste, pratiquement 90%, si on fait bien attention. Nous mangeons comme le Français mange, il aime beaucoup la viande, comme il mange, il aime beaucoup le saucisson, il aime beaucoup du pain, il aime ceci, et nous faisons comme eux. La conséquence se répercute sur notre système de santé, et nous n'avons pas les moyens comme les Français, comme les Américains pour nous soigner, et tous les jours, on tombe par ici, c'est le diabète, il a dit, c'est l'hypertension artérielle, c'est le cancer, c'est l'insuffisance rénale, c'est l'insuffisance respiratoire. Et en plus, nous copions les mauvaises habitudes alimentaires des autres sans tenir compte qu'eux, ils sont des bons sportifs, ils se lèvent le matin, ils respirent l'air pur, ils vont en campagne, ils prennent des repos pendant les vacances. Nous travaillons tous les jours. Ils ont la sécurité sociale. Ils ont la sécurité sociale, nous n'avons pas les moyens. On multiplierait par 4, par 5 le budget de la santé publique dans chaque pays africain, que ça ne suffirait pas pour faire face dans les 10 années qui suivent à l'insécurité alimentaire. Nous souhaitons que les autorités qui nous écoutent aujourd'hui, et particulièrement le peuple africain qui doit se prendre en charge dans le cadre de cette alimentation naturelle, biologique, c'est possible. Et nous sommes là donc pour guider les gens, pour les orienter à se prendre en charge et plus tard que l'Afrique obtienne son indépendance alimentaire. Merci, Dr Thiomnou. Dr Fourjean Denis, hein. Vous avez la parole parce que insécurité alimentaire signifie aussi insécurité sanitaire parce qu'on perd le contrôle de nos assiettes. Quel est votre regard sur ce visionnage? Déjà, nous perdons complètement le contrôle de nos assiettes. Il faut même demander si l'Africain mange dans une assiette. Parce que c'est des assiettes qui, généralement, tout ce que nous mangeons sont pollués. Quand vous entrez dans un magasin, vous cherchez quelque chose à payer, tout est pollué. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de limiter toute forme de pollution dans nos assiettes, d'éviter tout ce qui vient de l'étranger. Et je pense que ce n'est qu'en évitant les produits occidentaux pour faire place dans nos mains des produits africains que nous pourrions sortir de l'impasse culinaire. Il est grand temps que nous réveillons. Et c'est pour ça que Afrique Média vient effectivement au secours de ces peuples africains égarés dans une alimentation occidentalisée, dans une alimentation qui n'est que polluée. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'Africain est victime d'une pollution physique, d'une pollution de l'environnement et d'une pollution mentale. Il est grand temps qu'on se réveille. Et nous verrons progressivement que les mets africains sont les meilleurs mets du monde. Il ne faudrait pas que des publicités hautement mensongères puissent venir bloquer les initiatives africaines. Il est grand temps que les intellectuels africains puissent entrer dans leur culture, revoir ce qui est bon et présenter aux yeux du monde des bons plats, comme ce que j'ai vu lors de mon séjour en Afrique, en République centrafricaine, où les peuples de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Est de la République centrafricaine présentaient des mets extraordinairement bons pour la santé. Il faudrait revoir tout cela, il faut réhabiliter, il faut restructurer, il faut donner à l'alimentation africaine une certaine valeur. Docteur Fourjean Denis, il faut préciser que l'alimentation africaine, ce n'est pas juste un scoop ou un slogan, c'est ce mets africain. Je fais partie de la jeune génération. Autrefois, je pouvais facilement me débarrasser d'un mets africain parce que j'ignorais le contenu, la valeur thérapeutique. Je ne savais pas quoi elle servait, parce que si c'est une histoire de goût, le jambon est plus goûteux que le mets africain qu'on peut nous proposer, mais quand le mets africain est plus thérapeutique, c'est-à-dire ce mets est utile au corps parce que ça prévient la maladie, et lorsque la maladie là aussi, ça a la vertu curative, c'est-à-dire qu'on peut traiter à partir du mets africain. Et avez-vous
on pourra reconquérir, revaloriser le plat africain pour pouvoir donner à l'Africain la prise en charge de sa santé par lui-même et par aussi le voisinage, parce que tout le monde ne peut pas être naturopathe, il y a des experts pour ça. Professeur Oubarazak, les oignons, l'Algérie importe les oignons. Le cacao, en Côte d'Ivoire, le prix est fixé en Angleterre et même dans un pays en Afrique centrale, ils produisent le cacao, mais la meilleure part du cacao, les prémices du cacao, sont envoyées à l'étranger dont les meilleurs de l'alimentation qui est consommée, qui est produite sur place par ces étrangers, est envoyée dans le pays d'origine et nous ne consommons que les restes. On a le maïs importé, le riz importé, plus rien ne sort de notre sol pour nos assiettes, sinon les meilleurs sont envoyés ailleurs. Professeur Oubarazak, quelle est votre façon de voir cet état dramatique des choses? Oui, vraiment, merci, Monsieur Rich. Vous savez que le monde actuellement est dominé par le capitalisme. Beaucoup de cette institution capitaliste nous ont déraciné considérablement de nos cultures, de nos traditions et de nos mœurs. Parce que cela voit l'alimentation sur le prisme du plaisir, c'est-à-dire manger, c'est un plaisir, au lieu de voir l'alimentation sur prisme thérapeutique ou bien même sur prisme de nutrition. Imaginez que, n'est-ce pas, vous partez dans un restaurant huppé, on vous présente un plat de 15 000 et que ce plat c'est un bourritif qui n'a rien à y voir avec les mets dont nous consommions. Et, chose curieuse aussi, toute production, comme vous venez de le dire, dans nos plantations, sont gérées que par des étrangers et que c'est le premier choix qui est expédié à l'extérieur et que nous consommons que peut-être les déchets, comme vous le dites, qui est cause de multiples maladies liées aux troubles cardiovasculaires. Donc cette question est tellement importante, c'est-à-dire nous devions revenir à nos traditions culinaires, à nos traditions, n'est-ce pas, alimentaires, dont nous nous sommes déracinés. Donc au cours de l'émission, nous verrons vraiment les différents axes de nous recentraliser sur nos mœurs, n'est-ce pas, sur nos mets traditionnels et même naturels. Professeur Oubarazak, on a constaté, plus d'une personne, que même l'Africain a accepté cette position d'être la queue et non la tête, parce que là, il faut le dire, dans les hôtels, dans les pays d'Afrique, quand même un Africain qui détient l'hôtel reçoit un autre Africain, les plats qui sont mis en valeur, c'est des mets. Vous allez entendre parler du parmesan, vous allez entendre parler du riz à la basquaise ou du poulet à la basquaise. Oui. Et tous ces poulets sont mis en avant. C'est-à-dire un Africain reçoit un étranger ou un autre confrère africain, mais ces hôtels manquent de faire la promotion de nos propres mets. Exactement, mon cher Erich. Parce que vous voyez, chose curieuse même, il y a des frères africains qui ne peuvent même pas, que quand on leur demande, que souvent quand ils voient même ce qu'on appelle le bombolo ou le manioc, ou bien vous voyez, le manioc là, disons comment on appelle le bombolo là, ce qu'on attache là. Les bombolos? Ou les mendo là. Certains demandent même que c'est quel arbre qui produit ce genre de choses, parce qu'ils sont déracinés de leur culture. Un Africain demande ce que le bâton de manioc... Oui, que c'est quel arbre qui produit un bâton de manioc. Oui, oui. Et même quand on lui donne le couscous, vraiment, il ne sait même pas qu'on peut manger avec de la main lavée. Il demande que vraiment, est-ce que ça se mange avec la fourchette ou avec la cuillère. Tout cela, parce qu'il y a beaucoup des Africains qui se sont déracinés. Comme à l'ouest du Cameroun, que nous connaissons bien. Il y a ceux qui se sont déracinés, que même quand ils voient le taro ou bien les sauces gluantes, ils ne savent de quelle manière consommer. Ils demandent, ah papa, ça c'est quoi? Ils ont même changé, n'est-ce pas, le ton. Ils ont oublié même. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un déracinement. La plupart de la jeune génération appelle ça la nourriture des villageois. Voilà, des villageois. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur thérapeutique, c'est-à-dire ce que ça peut apporter dans la santé. Exactement, mon cher. Que cela mange que des bourritifs, de tout, en longueur de journée, et ça cause, n'est-ce pas, ce qu'on voit, l'obésité. Quand vous voyez tous ces gens de l'Occident, ils ont l'obésité, ils ont le glaucome optique, tout cela, vous voyez un jeune, la prostate. Voilà, vous voyez un jeune, n'est-ce pas, de 10 ans, 18 ans, il porte que des verres médicaux.
Vous comprenez, donc c'est très dangereux. On va prendre ce premier appel qui vient très tôt. Hein. Madame Lokam du Cameroun, bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. Vous avez la parole. Là. Je vous dis. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé. Oui, allô? Allô? Nous vous écoutons, madame. Oui, je suis madame Lokam, je suis à l'Ouest. Je salue d'abord... oui, bonsoir. Nous vous écoutons, madame. Oui, je salue tout le panel de l'Afrique Santé. Oui, le sujet d'aujourd'hui est très bien. Mais puisque depuis, vous avez dit que la sauce jaune est le prix, les gens disaient que la sauce jaune, que nos parents ont grandi sur ça. Nos parents faisaient la sauce jaune, ça faisait une semaine, ils mangeaient, ils étaient en santé. Aujourd'hui, on dit que la sauce jaune avec l'huile rouge donne de la maladie. Le coquille avec l'huile rouge donne de la maladie. Quand vous voulez que nous consommions bio, il y a le cétaro et le coquille, le couscous et le légume qui peut vraiment donner la force selon moi. Donc, nous disons non aux produits qui viennent de l'extérieur, mais nous devons rentrer sur nos plats traditionnels. Nos parents ont mangé la sauce jaune qui avait passé une semaine, 2 semaines, quand ils font son couscous. Quelque part, il va dans la grande maison, ils font la sauce qu'ils consomment avec. Moi, Nous allons, elle pourra revenir. Hein. Elle a donné l'essentiel de son propos sur la sauce jaune qui peut-être a été mal interprétée sur ce plateau. On va rectifier très vite cela en passant la parole au Dr Fo hein, avant de continuer l'émission. Dr Fo, vous avez à dire sur la réaction de madame? Déjà, je voudrais remercier cette dame qui a posé cette interrogation assez précieuse. Il faut noter que les sauces jaunes, dans le temps, étaient faites avec des huiles végétales de première qualité, de bonne qualité. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin d'augmenter aujourd'hui, comme nous constatons, l'agriculture est devenue une agriculture chimique, faite d'insecticides, de pesticides et autres, de rodenticides. Mais je pense que ces sauces ont montré leur valeur dans le temps. Et je veux préciser à cette dame-là que moi-même, je suis un grand consommateur de ces sauces-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut consommer, par exemple, une bonne sauce de taro ou bien tout ce que madame vient de prononcer tout de suite? Il y a des techniques, madame. Il faudrait apporter dans votre alimentation beaucoup de fruits et de légumes. Et j'ai même constaté que nos ancêtres étaient très intelligents. Ils apportaient à cela des légumes à côté de ces plats de sauce. Ils y associaient des légumes. Mais il faudrait que ces légumes aujourd'hui soient de culture biologique, sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse. Nous pouvons encore, si nous varions nos mets, en consommant ces mets-là, parce que nos ancêtres ne consommaient pas seulement ces mets, ils variaient, madame. Nous sommes en train de dire qu'il faut varier les mets. Il faut apporter le maximum de compléments alimentaires nécessaires pour pouvoir permettre à l'organisme de mieux asseoir ses mets, de mieux les consommer, de mieux les assimiler. C'est pour ça que nous demandons une alimentation fortement variée. Et nous admirons nos ancêtres avec leurs mets. Nous sommes même là aujourd'hui, les hygiénistes revalorisent cela, mais en apportant à ces mets une coloration plus scientifique que traditionnelle, madame. Merci, docteur Fo. On prend cet appel qui vient de la Côte d'Ivoire, docteur Kwasi aussi, qui voulait apporter de l'eau dans le moulin, de la santé. Bonsoir, docteur Kwasi. Bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir, docteur Kwasi. Bonsoir l'Afrique, bonsoir Iris, bonsoir le plateau. Bon, je voulais intervenir pour apporter ma contribution à ce débat que moi je juge important pour les peuples africains. Nous sommes aujourd'hui submergés par les produits toxiques. Et il est temps que les Africains prennent conscience de leur santé. Parce qu'on a tout en Afrique pour se nourrir convenablement.
je vais vous donner quelques exemples des choses qu'on peut utiliser ou bien faire la cuisine avec ça pour maintenir nos santé. Par exemple, les feuilles d'ortie, les feuilles de moringa, les feuilles de la patate. Voici les choses qui sont bien. Et une chose qui est importante que les gens ne savent pas. Par exemple, on a le mil, le sorgho, le fonio, qui sont des produits que les Européens appellent les super aliments parce qu'ils contiennent tous les nutriments dont le corps a besoin. Mais nous, en Afrique, on néglige ces aliments. On néglige ces aliments, on préfère payer des pâtes qui viennent d'Italie, on préfère payer du pain fait à base du blé. Mais il faudrait que les autorités africaines, il faudrait que les peuples africains arrêtent ce comportement. Moi, j'appelle ça une mauvaise habitude alimentaire. Il faudrait que nous revenons à nos sources. Il faudrait que les Africains essaient de s'accommoder à la société africaine. Parce qu'on a tout sur place qui nous permettent de nous nourrir convenablement. Et puis, je voulais faire une suggestion aux dirigeants africains. Par exemple, les farines que les gens utilisent pour faire du pain. Parce qu'aujourd'hui, les Africains aiment. Merci, Dr. Kwasi, qui a déjà mentionné la trame même de son intervention. Il pourra revenir sur le pain après, parce que nous y viendrons sur l'état du pain. Alors, professeur Oubarazak, le rectificatif a été fait sur cette fameuse sauce de taro qui a fait polémique sur ce plateau. Donc, professeur Oubarazak, alors, voilà les ingrédients, même jusqu'aux ingrédients. Oui. On a perdu les ingrédients, les Africains, on n'a pas de goût, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait avant, la maman préparait avec un piment, un poisson condiment, et le goût était tellement alléchant que les voisins, ça permettait de résoudre les problèmes de voisinage. Les voisins venaient et s'invitaient. Aujourd'hui, on a perdu ce goût parce qu'il y a maintenant du maggi, on accompagne avec du poulet importé. Ça, peut-être pas bon goût, mais l'Africain ne s'en débarrasse pourtant pas. Oui, monsieur Reed, vraiment, vous savez toujours poser les questions là où il faut. Parce que vous savez que déjà même avec la génération de femmes actuelles, déjà elles ont perdu l'art culinaire. Parce qu'il y a même des jeunes filles actuellement que même le simple omelette, elles ne peuvent pas le faire. Pour ça, on le dit clairement. Donc, il faudrait qu'elles s'habituent. Elles partent même au village, voir, n'est-ce pas, les vieilles mères qui sont les bibliothèques même de l'art culinaire africain. Donc, je me souviens aussi, comme vous le dites, avant, lorsque nos parents préparaient le riz par exemple, c'est-à-dire, ça avait une odeur appétissante que tout le quartier, tout l'environnement même sentait. Lorsque on préparait même le poulet que vous voyez actuellement là, cela avait une odeur particulière, une odeur appétissante. À nos jours, tous ces aliments ont disparu. Même quelle qu'en soit la technicité d'une femme à faire la bonne cuisine, alors déjà, ces aliments sont bio et sont désaltérés naturellement. Et il y a tous ces ingrédients chimiques qui s'ajoutent. Donc, la nourriture est actuellement fade. C'est pour ces raisons que nous avions développé beaucoup de maladies, mon cher Ulrich, parce que beaucoup de gens actuellement vivent sur traitement. Votre question est très bonne, parce que ça fait longtemps qu'on ne sent plus le goût appétissant, naturel. Tout le goût que nous sentons, ce sont des goûts artificiels. Vous le faites bien de mentionner que la première infirmière de la maison, c'est madame, parce qu'elle est en charge de la santé de la famille, parce qu'elle prépare les plats qu'elle compose. Si la femme africaine aujourd'hui, la plupart des jeunes filles n'arrivent pas à recevoir cette transmission de la grand-mère parce qu'elles ne vont pas au village, elles n'approchent pas la grand-mère. Et dans le mariage, on a des livres de cuisine. Je peux, par mes propres recherches, lorsqu'on va chez
chez des amis, filles, on trouve des livres de cuisine avec des mets, dans les recettes des mets importés. Et si elle doit être l'infirmière de la famille et cuisiner européen, mais la santé de la maison est foutue en l'air. C'est la porte ouverte à des maladies dites de civilisation. Exactement, mon cher Louis. On va peut-être prendre aussi l'avis de Dr Péchi, la maîtresse de maison qui doit être la mère de la maison qui doit être la première infirmière par la santé de bons repas. La mère de la maison, aujourd'hui, la jeune génération de filles ne savent plus préparer les mets d'antan. Parce que si on rate la composition d'un taro ou alors de la boule au Tchad, ce couscous de mil, si chéri pas le peuple Zagawa, ben, on ne va pas préparer, on ne va pas donner la santé à la famille, Dr Péchi. Oui, merci. Cette question est bienvenue, M. Urich. Il faut d'abord savoir que la femme, n'est-ce pas, tient la santé de la famille en main. Mais comme aujourd'hui, n'est-ce pas, les aliments sont blanchis, quelles que soient les précautions, quelle que soit la technique que la mère de famille doit observer, en dehors des aliments bio, elle ne pourra pas vraiment récupérer la santé de la famille. Parce que, tel que je suis en train de dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, les aliments sont complètement blanchis vraiment à 100%. Ceci entraîne vraiment une fatalité sur le plan santé. Il faut également comprendre que même ces aliments qu'on achète dans, n'est-ce pas, les aliments justement issus des industries agroalimentaires sont pollués, puisque ces aliments sont d'abord stockés chimiquement. Et déjà, à ce titre, ces aliments, n'est-ce pas, vont causer tellement de dangers, entraînant vraiment des maladies, telles que les maladies de civilisation, telles qu'un copanéliste venait de dire. On aura, n'est-ce pas, des insuffisances au niveau des... Le diabète, insuffisance rénale. Merci, Dr Péchi. Donc, Dr Fo, la transmission du savoir africain aussi se fait. La maman a ce devoir-là. Si aujourd'hui, on a les livres de cuisine carrément avec des recettes européennes, qui va transmettre? Parce qu'on doit savoir comment préparer un bon étiquet en Côte d'Ivoire ou la sauce claire en Côte d'Ivoire. Si on manque les ingrédients, comment agencer cela, c'est une culture africaine qui est perdue et c'est aussi une maladie. Parce qu'on compose mal le plat, si on compose mal le plat, ça peut devenir des maladies dont on n'a pas forcément envie. C'est le rôle de transmission de la mère à la fille pour pouvoir sauvegarder la valeur culinaire en Afrique et en même temps aussi cette santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est aussi aux intellectuels africains de se réveiller, de dire non à cet état de choses. Déjà, quand nous regardons dans notre environnement immédiat, on constate que beaucoup de concepteurs, beaucoup de ceux qui ont conçu les études dans nos écoles d'hôtellerie et de restauration ont échoué. Ils ont échoué parce qu'aucune place, au cours de mes recherches, aucune place n'est accordée aux mets traditionnels africains. Vous ne verrez pas un bon plat de Goundja, des Centrafricains, de la République centrafricaine. Vous ne verrez aucun plat de Hutu que les Maliens nous proposent. Vous ne verrez rien. On nous propose les spaghettis, on nous propose les jambons, on nous propose comment malaxer les sardines et le riz. C'est tout ce qu'ils proposent. Mais où sont nos mets traditionnels? Ce n'est pas la grand-mère au village qui viendra vous dire d'apprendre à nos étudiants, à nos élèves, comment préparer un mets traditionnel. C'est aux intellectuels africains, des diététiciens qui vont faire des études pratiques dans la diététique biologique africaine, qui vont proposer maintenant des études adaptées à nos réalités locales. Or, les études que nous faisons dans nos hôtelleries aujourd'hui, dans nos écoles d'hôtellerie aujourd'hui, poussent plutôt l'étudiant à proposer des mets vendus dans des magasins en ville. Or, ces mets vendus, ces boîtes qui sont vendues dans des magasins en ville, sont des produits qui ont des colorants, des conservateurs chimiques, des fixateurs, des parfums synthétiques, qui empoisonnent l'organisme. L'Africain aujourd'hui se retrouve dans un angle complètement empoisonné, dans un environnement empoisonné. Tout est empoisonné. Il est grand temps que les Africains se réveillent pour dire non
à l'impérialisme alimentaire et dire aux mets occidentaux qu'il faut qu'ils quittent l'Afrique. Il est grand temps. Donc, il faut une révolution alimentaire. Ah, absolument. Une révolution le moment alimentaire. est venu. Oui, Une révolution alimentaire en Afrique. Hein. Pour abonder dans votre sens, hein, on va essayer d'aller un peu plus loin parce que dans la place qui est donnée à l'agriculture, parce que l'agriculture, pour avoir un bon mets, si on ne cultive pas, on n'a pas ces mets-là. La base, même la racine de l'art culinaire africain, du contenu de l'assiété l'assiété africaine réside dans l'agriculture. Vous parlez des intellectuels, nos autorités, les autorités des différents pays africains, la plus haute autorité, les présidents, dans le vote qui est attribué à l'agriculture, on ne voit pas beaucoup. Parce que si l'Africain peut produire et consommer, manger ce qu'il consomme à partir de sa terre, mais il y a une révolution. C'est le premier pas pour la révolution. Et que dit ces autorités, ces politiques africaines qui n'investissent pas, donnent pas assez de budget à l'agriculture? Ils préfèrent faire venir des produits chimiques, on préfère faire venir des pesticides, des produits de synthèse, on préfère... Aujourd'hui, on n'a plus de mets, il est difficile d'avoir un fruit, un légume qui est mûr, qui est... On colore. J'ai vu des industriels dans un pays comme le Cameroun. J'ai vu des champs de bananeraies. Vous allez remarquer quelque chose qui est terrible. Aucun oiseau ne survole un champ de bananeraies cultivé avec des produits chimiques. Ça veut donc dire que tout ce qui est en bas est toxique. Vous ne verrez jamais un oiseau. L'oiseau même nous indique si l'aliment est bien. Vous ne verrez pas. On voit dans nos marchés des plantains qui sont jaunis. C'est-à-dire, vous voyez, on met un régime de bananiers à terre. En moins d'un mois, le régime a déjà 3 mètres. Et en moins de 3 mois, il y a un grand régime qui a. Et il y a des bananiers. Qu'est-ce que l'Afrique veut manger là? C'est le poison. Ce qui devient un épouvantail. Les hygiénistes disent de fermer ces genres d'entreprises et de rentrer à l'alimentation biologique. Nos mamans cultivaient bio. Il est grand temps, si nous voulons sauver l'Afrique. Bon, les Occidentaux, ils ont raison. Ils n'ont plus rien à gagner. Il faut intoxiquer les Africains, il faut les foutre dans la mer. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, on nous dit, par exemple, de laisser nos mets traditionnels pour consommer le jambon. Vous permettez, le jambon qui donne le cancer. Docteur Foro, hein, je comprends votre fougue, hein, cet esprit révolutionnaire qui sert les intérêts des Africains. Nous prenons Madame Nord, hein, un appel de l'Allemagne. Hein. Bonsoir et bienvenue. Oui, alors bonsoir à vos panélistes et bonsoir à toute l'Afrique qui vous écoute en ce moment. C'est Laure depuis l'Allemagne et je voudrais d'abord vous dire merci pour le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais y apporter mon humble contribution en disant que tout d'abord les Camerounais doivent vraiment savoir qu'avec les APE qui entrent en vigueur, je crois que c'est aujourd'hui, ils ont le devoir fondamental de boycotter tous les produits alimentaires, mais alors tous les produits alimentaires venant de l'Europe. Parce que, comme toujours, et ça ne changera jamais, l'Afrique, c'est le dépotoir, franchement, de tout ce qu'il y a comme déchets en Europe. Et ce qui favorise encore tout ça, c'est que le Cameroun, notamment, n'a aucun système pour pouvoir, comment je peux dire, évaluer la qualité des produits qui entrent dans le marché. Quand on va déverser, on va inonder nos marchés des produits européens qui seront, pour la plupart du temps, étiquetés de façon fausse. Parce que vous allez avoir des produits qu'on prétend être bio. Vous pensez franchement que des Européens ici qui peuvent se permettre d'envoyer la nourriture bio alors qu'eux-mêmes, c'est une alimentation que même l'Européen moyen n'est pas capable de s'offrir. Les gens mangent bio aussi peut-être une fois par mois. Et c'est en Afrique qu'on prétend venir vous déverser la nourriture bio. Sachez donc que ces soi-disant produits bio seront simplement un étiquetage complètement faux. Ce qui sera à l'intérieur, ce sera tout aussi toxique. Il n'y a pas de mesure de pouvoir analyser la qualité du contenu d'un produit emballé ou encore congelé que vous allez recevoir. On n'a aucun laboratoire pour ça. Et puis encore, le gouvernement n'a aucune législation là-dessus. Les normes que doivent être respectées quand des aliments arrivent de l'Europe sur notre marché, ça n'existe pas. Ça veut dire que toutes les industries qui ne voudraient pas voir leurs produits qui n'ont pas été écoulés sur le marché européen être brûlés
prendront la voie la plus facile, c'est d'envoyer ça au Cameroun, qui sera pratiquement le dépotoir de l'Union européenne. Et tout ce qui va entrer sur le marché camerounais continuera dans le marché de la CEMAC parce que c'est la voie d'entrée tout simplement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que les Camerounais doivent encore voir, jusqu'où le gouvernement se permet même, comment je peux dire, l'imposture. Il aura fallu que le gouvernement invente une grippe aviaire pour soi-même détruire toute sa filière avicole, pour la simple raison qu'il faut plaire aux Occidentaux et lever tous les blocus sur les congelés qui avaient été effectifs pendant des années. Et c'était l'une des décisions, vraiment, on pensait que le Cameroun sortait en fait et se battait contre l'impérialisme. Ils ont fomenté toute une histoire de grippe aviaire pour détruire toute une finale qui était en grande expansion et qui était une menace terrible pour les produits européens, parce qu'il ne faut pas oublier que le domaine avicole, c'est pas simplement les œufs et les poussets, c'est un grand secteur avec les produits dérivés de tout ça. Comment je peux dire, c'est un grand compartiment pratiquement ici, où si le blocus était resté, je peux vous dire que vraiment l'Europe aurait eu des problèmes énormes. Alors le gouvernement a préféré céder et abattre, détruire complètement. Et vous allez voir, tous ceux qui étaient entrés actifs dans le domaine avicole, ils sont tous au chômage. Ça fait des emplois complètement perdus. Parce que l'Union européenne a dit, détruisez, levez ces tensions et nous allons vous compenser d'une façon ou d'une autre. Alors le gouvernement préfère prendre la compensation, mais détruit carrément l'économie, sa propre économie. Mais dites-moi un peu, chers Camerounais, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive pour que enfin vous vous levez comme un homme et vous dites enfin non. Voilà, on va encore venir détruire le domaine même de l'élevage, le domaine de l'agriculture, avec des produits que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas comment ça a été fabriqué. Et je peux vous dire qu'il n'y aura rien de naturel dans tout ce que vous allez consommer. Parce que c'est ce qu'on consomme ici. Et ça nous tue, ça nous rend malades. Ça, c'est un peuple ici, ce sont des gens les plus malades de la terre. Et le pire, c'est que leurs maladies sont incurables. Complètement incurables. Ne voyez pas les belles images à la télé, les belles faces, et vous croyez qu'ils sont sains. Tous sont atteints de cancer, tous sont atteints de diabète. Ils ont des maladies bizarroïdes qui ne se soignent pas. Les produits pharmaceutiques, on vous dit, machin, patati, patata, ça ne soulage que les symptômes. Et c'est fait à dessein. Et vous n'avez absolument rien pour vous soigner, mais vous allez consommer à grande quantité de produits toxiques. Il faut donc vous réveiller une fois pour toutes et dire non, et complètement non à ces produits alimentaires. Parce que ça, si vous acceptez ça, franchement, je pense que vous avez vous-même choisi votre destin qui est tout simplement la perdition. Merci et bonne soirée. Merci de cette brillante intervention, longue et intéressante. Hein. La révolution alimentaire passe aussi par la prise de décision, professeur Oba, des autorités. Hein. Il faut que les plus hautes autorités de chaque pays africain puissent vraiment taper du poing sur la table pour pouvoir donner la place qu'il faut à l'agriculture, parce que l'agriculteur africain est en train de mettre la clé sous le paillasson. La machette tend à demeurer sur le lit, de même que la houe, parce qu'on le met carrément au chômage. Ben, la part de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, on peut prendre le cas du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, on peut passer par Afrique Santé pour interpeller tous ces présidents et d'autres même à retourner à la terre, à l'agriculture, parce qu'on sait que dans le Conseil des Nations, c'est le donner et le recevoir, mais l'Africain, puisqu'il n'a plus l'agriculture, ben, il a carrément les mains vides, d'où sa dépendance et même la paupérisation, le misérabilisme africain qui tend la main à l'Européen parce qu'il n'a plus rien en échange. Le retour à l'agriculture, alors, comment est-ce que vous voyez ce retour à l'agriculture? Oui, mon cher Ulrich, vraiment, ce que la dame vient de dire, c'est très pertinent. Parce que moi, je me souviens, lorsque j'étais encore enfant, on parlait de la sodérime, c'est-à-dire la rizière de Plein-d'Embo, où ce que le Cameroun produisait le riz. Actuellement, quand vous passez là-bas, c'est devenu vraiment l'ombre d'elle-même. On parlait des fermes de Koundin, dans le Noun, que vraiment le gouvernement élevait, n'est-ce pas, les poulets, tout ce qu'on peut, c'est-à-dire c'était, comment on appelle, une ferme zootechnique. Actuellement, tout cela ont disparu. Donc nous ne savions pas où c'est la politique ou bien c'est l'influence européenne. Parce que je sais qu'avant, nous nourrissons camerounais. Il y avait les cafés africains. Parce que Côte d'Ivoire et du Ghana. Exactement, parce que nos parents nous ont payé la scolarité avec le prix du café. À un moment, on était enfant, j'ai vu comment les parents déracinaient le café. À un moment, pour jeter, pour brûler même. Il y a eu des périodes.
Donc vous comprenez tout cela, je ne sais pas où c'est la méchanceté ou bien c'est l'influence occidentale, mais pour la nouvelle génération actuellement, il faut revenir à Laou parce que c'est Laou qui a amené beaucoup de nos dirigeants à l'école. C'est Laou parce que nous n'avions pas hérité la bureaucratie. Nous n'avions pas hérité la technologie. Nos parents étaient des éleveurs, mes parents étaient des éleveurs, ils étaient des cultivateurs. Parmi nous, beaucoup, leurs parents étaient des cultivateurs. Et c'est là qui a été même le fruit de nos scolarités et que nous sommes devenus des hommes aujourd'hui. C'est ça. Merci, professeur Ouba. Docteur Péchi, l'Africain, la première richesse de l'Africain avant, l'Africain avec cette fierté d'avoir l'agriculture, c'est-à-dire l'Africain tenait le ventre du monde entier. L'Africain était le berceau de la santé et le berceau de l'humanité parce qu'elle produisait et elle pouvait exporter, c'est-à-dire l'Africain était en abondance alimentaire. Aujourd'hui, l'Africain n'a plus rien, il a la main vide. Son assiette est remplie par des produits qui viennent d'ailleurs alors qu'elle-même peut produire. Comment se fera ce retour à l'agriculture? Est-ce que vous entrevoyez le retour à l'agriculture comme le retour à la position d'Africaine initiale parce que l'Afrique s'est dépositionnée, Dr Péchi? Oui, merci. Vraiment, cette question, elle est très pertinente. Je pense que nous sommes obligés, à partir du moment où la plupart des pays qui ont vu les conséquences très graves de la chimie qui s'est étendue dans le monde, beaucoup de pays ont interdit, n'est-ce pas, l'importation des engrais chimiques. Et je pense également que vraiment le continent africain, pour avoir sa santé, pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre en bonne humeur, il faudrait qu'on qu'on prenne certaines décisions, c'est-à-dire faire quoi? C'est-à-dire produire du fumier ou du compost. C'est très simple de produire, n'est-ce pas, le compost. Il s'agit seulement de creuser, par exemple, des trous très profonds, des trous larges, qu'on coupe les herbes, les feuilles, les troncs de bananier, on y enfouit, et puis on peut y verser, n'est-ce pas, de la terre arable, c'est-à-dire la terre noire fertile. À un moment donné, cette composition pourrit, et on la sort, on met pour que ça se refroidisse, et puis on étale sur les surfaces à cultiver. Comme ça, les aliments qu'on aura, on aura justement les aliments bio qui vont nous donner la santé, nous donner, n'est-ce pas, la même longévité que nos ancêtres ont mérité. Et vous savez surtout qu'aujourd'hui, à partir du moment où la société humaine est comparée à une jungle où le plus fort fait sa loi, il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre que les Occidentaux ne nous apportent pas vraiment ce qui est fiable, mais il y a trop de pièges dans ce que les Occidentaux nous apportent. Donc, merci, Dr Péchi. Il faudrait comprendre avec ce que Dr Péchi vient de dire que avant, dans les temps immémoriaux, avant Jésus-Christ, il y avait des personnes qui vivaient comme Mathusalem, 969 ans. Et au fur et à mesure qu'on avance, on entre dans l'assiette du modernisme ou le prisme du modernisme. L'espérance de vie tend à diminuer. On a presque pratiquement en Afrique l'espérance de vie en moyenne de 45 ans, alors que ses parents d'avant qui n'avaient pas ce modernisme, Mathusalem, c'est biblique, ils avaient 969 ans. Ce n'est pas la magie de Dr Thiomnou. Le retour, faudrait-il que l'Africain, avec l'appui des présidents africains, l'appui haute autorité, faudrait-il que l'Africain retourne à sa première passion, qui est la terre, la culture, Dr Thiomnou, pour pouvoir avoir reconquéri sa santé complète. Merci, Urich. Non, il faut dire qu'en fait, que l'Afrique reste dans l'immense majorité accrochée à sa terre. Tout est question de compréhension et d'orientation. Les Africains sont essentiellement agricoles parce qu'on n'est pas dans l'industrie, nous ne sommes pas dans le commerce. Dans l'échange international planétaire, l'Afrique occupe moins de 3%. C'est pour dire que nous sommes vraiment retournés vers la terre. Le problème est essentiellement politique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les autorités devraient veiller à ce que l'alimentation retrouve ses marques d'antan au niveau de la production, au niveau de l'agriculture elle-même. Parce qu'avec l'engrais chimique, les pesticides, insecticides, tout ce qui est ici de là, qui est extrêmement nocif, les autorités devaient encourager en Afrique davantage la production avec l'engrais compost. Le co-analyse a très bien expliqué le système. Il est très facile sur le plan de recherche environnementale. Et l'Africain devait comprendre cela.
Nous avons vu à notre naissance comment les mamans allaient dans des plantations avec rien que la cendre qu'on prend du feu, qui est un insecticide naturel. Une bonne quantité de cendre ne laisse pas les micro-organismes se développer, surtout les plus dangereux se développer. On a vu également les parents prendre la biomasse des déchets les résidus de bétail, des chèvres, des moutons et tout ça participer à la reconstitution du sol pour que le sol produise de manière naturelle sans que nous ayons besoin de pesticides, insecticides, engrais chimiques et tout cela. Donc, il n'est pas simplement question de dire que l'Afrique revient à ses marques, mais qu'on encourage l'agriculture biologique qui permet d'avoir une alimentation équilibrée. Vous parliez tout à l'heure de la vitaminothérapie, de l'oligothérapie, mais nous sommes faits de vitamines. Vita veut dire la santé. Vitamine, c'est l'ensemble d'éléments, de substances qui permet de garder la vitalité. Vitamines. Les oligo-éléments sont là, les minéraux, qui permettent également d'avoir l'équilibre. Malheureusement, dans l'alimentation altérée, on ne retrouve pas l'ensemble de ces éléments, si bien que même les produits phytosanitaires que nous retrouvons, je parle en termes de phytothérapie, on peut trouver des bonnes herbes, mais tant que ce n'est pas cultivé dans des conditions biologiques naturelles, vous ne pouvez pas retrouver les vertus thérapeutiques dont vous parliez tout à l'heure, même si c'est dans les herbes médicinales que vous avez retrouvé tout ça. Donc, il y a un problème grave, important, qui peut être résolu au niveau individuel par une prise en charge personnelle, par une curiosité personnelle, parce que vous êtes passionné à l'émission d'Afrique Média, mais le problème doit être résolu de manière globale, une vision plus globale, parce que les autorités ont pris conscience que la situation... Docteur Théomno, permettez, il faudrait que les autorités aussi, c'est-à-dire que le président, ceux qui votent le budget aussi prennent une conscience, ça passe aussi par là, le salut, la prospérité africaine, le salut de la santé africaine passe par aussi non seulement l'agriculture, le retour à l'agriculture, aussi la prise de conscience des instances dirigeantes. Nous avons Citapé qui vient de l'Allemagne. Bonsoir et bienvenue. Allô, moi je ne t'attends pas. Hein. Bonsoir, vous êtes en antenne. Bonsoir. Vous avez la parole. Très mal là. S'il peut intervenir avec ce son-là, c'est très négatif. S'il vous plaît, vous êtes à l'antenne, bonsoir, et vous êtes sur Afrique Santé. Ok. Je ne sais pas où vous m'attendez, mais bon, bonsoir à tous les invités et l'animateur. Excusez aussi, je ne vais pas recocher votre nom, c'est pourquoi machin. Je suis très content de voir aujourd'hui tous ces intellectuels venir parler de choses de la santé des Africains. Et sur ce plan, je suis très content de les entendre. Et moi, ce que je vais dire, parce que tout ce monde vient parler toujours à nos dirigeants, mais ils n'ont jamais écouté tous ceux qui viennent donner un peu des conseils pour que l'Afrique puisse se réveiller. Nos dirigeants, tous ceux qui sont dans les bureaux, ils n'écoutent pas ces personnes. Voilà, aujourd'hui, comment dirais-je, quand je vois aujourd'hui, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, moi, je suis ivoirien. Quand je vais en Côte d'Ivoire et puis je vois des Ivoiriens en train de manger du pizza, mais je suis étonné. Je dis, mais dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pizza, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de pizza? Pizza est composé de quoi? De simple farine, hein, de la pâte de farine, mélangée avec quelque chose, de la tomate, et on fournit quelque chose, et on vous donne, vous mangez. Et moi, je préfère manger ma banane braisée, accompagnée des arachides, ou l'igname, bouillie ou braisée, et manger ça. Je suis plus en forme. Parce que je vais vous dire une chose, les Allemands, quand le Jamaïcain, le jeune Jamaïcain qui court, là, quand il a gagné il a fait des records, et on lui a demandé, les journalistes sont partis en Jamaïque pour demander, mais pourquoi vous avez cette vitesse? Il dit que moi je mange des ignames. Mais à partir de cet instant, tous les Allemands ils ont commencé à acheter des ignames partout dans les magasins pour manger, pour avoir cette force. Voyez-vous? Ça fait un. Et comment dirais-je, vous avez parlé, le plus souvent on parle de notre gombo.
Et comment dire, il y a des scientifiques allemands qui ont dit que le gombo soigne le cancer. Mais je vais vous dire ici, en Allemagne, et comment dirais-je, le gombo est toujours, c'est-à-dire que nous les Africains, on ne trouve plus notre gombo même pour manger. Ce sont les Blancs même qui, quand tu arrives déjà, le gombo est déjà parti. C'est-à-dire que quand ils ont entendu que le gombo soigne le cancer, ils sont chauds là-dessus. Voilà. Parce qu'il faut que nous autres, comme vous êtes là en train de faire la publicité aujourd'hui, parler de ce qu'on doit manger, je suis très content. Parce qu'il faut qu'on on mène l'accent dessus de manger, sur ce qu'on cultive, sur ce qu'on doit donner à l'individu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu manges les féculents, ça donne de l'énergie. Alors, pourquoi aujourd'hui, comment dirais-je, laisser ça aller manger spaghetti, aller manger ce que même... Les spaghettis sont composés de quoi? Des assembles de farine et des blés qu'on fabrique ici. N'importe qui peut fabriquer des spaghettis. C'est en forme de blé. On mange de pain. Le pain qu'on fait cuire en Afrique, le pain n'est pas cuit. Ok, comment dire, quand on vous donne une banane braisée qui n'est pas cuite, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, qu'on leur donne des pains qui sont blancs et dit que quand tu les vois devant les boulangers, ils sont alignés. Au lieu d'être alignés devant une femme qui vend la banane braisée ou chez des ignames, moi, je suis désolé. Parce que les Africains, on doit changer notre mentalité sur la nourriture. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vois des jeunes, ils ont des maladies que nos ancêtres, tous les anciens, ils n'ont pas eu ces maladies. Jamais. Et puis, vous avez dit quelque chose qui m'intéressait. Parce que, comment dire, quand on parle sur les choses de l'agriculture, parce qu'il y a un monsieur qui a parlé de bio. Parce que c'est le mot bio que moi je ne vais pas entendre dans la bouche des Africains. Parce que nous, ça c'est une agriculture conventionnelle pour avoir l'argent en Europe et ils disent bio. Nous avons, comment dire, l'agriculture naturelle. Et avant, qu'est-ce que c'est bio? Bio, entre bio et l'agriculture naturelle, qu'est-ce quelque chose qui est poussé naturellement et quelque chose qu'on a cherché, la terre, qu'on a cherché pour s'aimer quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qui est naturel par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui? Merci. Usain Bolt mangerait l'igname pour être plus performant. On lui souhaite vraiment d'établir un nouveau record. On est à la veille de Rio 2016 avec beaucoup d'ignames. On espère qu'il remportera la course qui donnera la victoire aussi au plat africain de même temps. Alors, docteur Foro, on va essayer de pouvoir changer de registre. L'agriculture doit être restaurée. La prospérité financière et alimentaire de l'Africain passe par un retour à l'agriculture naturelle pour pouvoir avoir le dessus dans le Conseil des Nations, dans les échanges. Alors, docteur Foro, un dernier mot sur l'agriculture avant de passer à ce qui constitue le plat de résistance aujourd'hui même, ce pain qui gagne dans les habitudes alimentaires et qui peut s'avérer très toxique. Oui, déjà, nous devons privilégier une agriculture qui privilège les moyens naturels de compost. Comme tout à l'heure le docteur a dit, il faut fabriquer des composts naturels. Il faut éviter tout ce qui est chimique, les pesticides, tout ce que les Occidentaux nous envoient pour cultiver. Ils disent bio alors qu'ils n'ont même pas le bio. C'est l'Afrique qui est le berceau de tout ce qui est bon en alimentation. Vous n'aurez qu'à regarder comment mangent nos ancêtres pour constater que tout est bien en Afrique. Donc, il s'agit tout simplement aujourd'hui aux scientifiques africains de revoir le côté nos mères, la composition de nos mères, de les mettre à l'école, de faire des écoles de diététique, des écoles pratiques, et non des études de diététique tournées vers l'occidental. Il est grand temps que l'Africain ne puisse pas utiliser un comportement extraverti. Nous sommes Africains. Et moi, je mange bio, je suis un adepte des mets traditionnels africains. Et je pense que même mes étudiants dans les universités d'Afrique constatent que manger bio, c'est avoir une bonne santé. Donc, il est grand temps que l'Afrique se réveille et que nous puissions retourner à la terre de nos ancêtres, réveiller nos mains traditionnelles, essayer de réorganiser tout le processus de la restauration africaine, demander à nos écoles d'hôtellerie d'introduire à plus de 60% nos mets traditionnels, la fabrication de nos mets traditionnels, faire venir nos grands-mères, nos mamans dans les écoles d'hôtellerie en Afrique pour apprendre aux jeunes Africaines comment
pratiquer, comment fabriquer les mets traditionnels africains. Docteur Fo, on ne mangeons pas les gammes ici, mais le temps nous tient à la gorge. Peut-être nous prendrons le pain pour une autre édition, mais on va ici pour pouvoir valoriser, puisqu'on est dans l'élan de valoriser les mets traditionnels. Ces mets traditionnels qui donnent la santé, qui pourraient enrichir la santé des Africains, c'est lesquels que vous proposez? Nous avons par exemple le ngunja. Nous développerons le ngunja, un mets des peuples de l'Afrique, de la République centrafricaine, de l'Est de la République centrafricaine, les Yokoma, qui ont un mets formidable. Le ngunja, oui, le ngunja, il contient le manioc, il contient du manioc qu'on a mélangé, il contient des feuilles de manioc. C'est-à-dire, à partir du manioc, on fabrique des mets. Nous aurons l'occasion de donner la composition de ces mets à nos téléspectateurs. Bon, et le ngunja, pour quelle maladie? Pour quelle maladie? Par exemple, le ngunja qui désintoxique. Le ngunja qui lutte contre l'obésité, et c'est riche en calcium, magnésium, ça renforce les os, les muscles. Le ngunja. C'est 1000 fois mieux que le hamburger ou la pizza. Non, le hamburger ne devrait même pas. C'est un peuple que j'ai découvert lors de mon récent séjour en République centrafricaine, un peuple qui mange essentiellement naturel. Les peuples de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Est, de la République centrafricaine, c'est un peuple que j'ai beaucoup admiré. Donc on peut déjà éliminer les pizzas, le pain au jambon, le sandwich et privilégier le ngunja. Oui, le ngunja, on peut fabriquer, on peut même utiliser des techniques de conservation, les transformer en compléments alimentaires. Aujourd'hui, les Asiatiques nous inondent avec des compléments alimentaires qui sont plus ou moins bio. Mais l'Afrique est bio, est très bio. L'Afrique est naturelle. L'Afrique est naturelle. Satisfaire l'intervention de l'appelant l'ivoirien d'Allemagne. Alors, quel est ce plat africain qui pourrait remplacer aussi le shawarma, parce qu'on sait que c'est libanais? Oui, mon cher Uri, vous savez qu'en Afrique, on a une tradition, le couscous africain, parce que quand nous comprenons parler du couscous africain, comment nos mères tournent le couscous vraiment, et comment on le mange avec la sauce gluante, parce qu'on a une sauce gluante, et la sauce gluante, vraiment, elle joue, c'est comme le gombo, il joue beaucoup au niveau des troubles cardiovasculaires et même au niveau même de l'obésité. C'est pour ces raisons que vous verrez des Africains robustes, puissants, forts et lancés et non pas d'obésité. Donc parce que la sauce gluante draine, n'est-ce pas, le système organique, draine le système, n'est-ce pas, digestif. Donc, professeur Ouba, vous avez votre sauce à l'antenne. Hein? Voilà, cette sauce-là qui est bien présentée avec une très belle boule de couscous, vraiment qu'il faut manger avec appétit, vraiment très appétissant. Elle se consomme, elle s'appelle la boule au nord du Tchad par le peuple Zagawa. Ils aiment bien la boule à partir du mil, la partie du mil, ce couscous c'est à partir du mil. Et ça c'est du gombo. On sait bien que le gombo, comme on l'a dit, prévient le cancer. Prévient le cancer et ça draine même. Les reins aussi. Oui, le rein, tout cela, plus que c'est gluant, ça sort avec tout ce que vous allez constater comme résidus alimentaires. Un dépuratif naturel. Un dépuratif naturel, exactement. Alors, docteur Péchi, ce mets-là, africain qui pourrait, en plus de nous prévenir du cancer, déjà avec la boule, à partir de la boule qui est faite à partir du gombo, et peut-être si on veut ajouter de la viande, on met des côtelettes de mouton, hein, parce que le peuple tchadien est un peuple très éleveur qui garde encore ses richesses africaines, qui n'est pas la viande séchée. Docteur Péchi, quel est ce mets? Oui, bon, moi j'aimerais parler, comme on a parlé du pain, j'aimerais parler d'un aliment qui peut remplacer le pain ici en Afrique. Donc il s'agit pratiquement de la patate. La patate douce? La patate, la variété jaune. La patate jaune pourrait remplacer le pain? Oui, oui. Bon, alors cultivée dans les conditions naturelles. Parce que cette patate, si vous prenez une quantité de patates et que vous pelez, alors vous nettoyez bien et puis on découpe en morceaux. On sèche dans des conditions d'hygiène très normales et on va maintenant écraser pour obtenir une farine. Après, maintenant, il faut tamiser pour avoir la farine plus fine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut donc mélanger à une quantité d'eau proportionnelle à la quantité de farine. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme levure naturelle? On va prendre, n'est-ce pas, la sève du raffia, qui est le vin raffia là.
bon, une sève qu'on vient de récolter et que c'est encore sucré, on mélange, on pétrit et on expose la pâte là où il y a de la chaleur. Bon, maintenant, sous l'action de la fermentation, la pâte va lever et puis lorsqu'on met au four, n'est-ce pas, on va obtenir, n'est-ce pas, soit un gâteau, soit du pain. Du pain à la patate? Oui, pas à la patate. Mais il faut savoir déjà que la patate est à la fois un aliment et aussi un médicament. Pourquoi? Parce que si nous prenons comme expérience les feuilles de patate qui soignent les anémies, vous allez voir que la patate aussi, en la consommant régulièrement, elle soigne l'anémie. Donc cette patate est d'abord riche en sels minéraux, en vitamine C et aussi en vitamines. Donc, ce que je suis en train de dire, si vous avez compris parler du pain Kumba, bon, c'est que le pain Kumba, la pâte est composée de 20% farine de blé et 80% farine de patate jaune. Mais seulement l'erreur qu'ils font maintenant, c'est avoir associé 20% farine blé qui est un aliment blanchi. Et puis aussi utiliser, n'est-ce pas, la levure chimique. Mais s'ils utilisaient la sève de palmier ou bien la sève de palmier raffia, ça pouvait donner un aliment bio. Les boulangers africains vous écoutent, hein? La patate, c'était pas mon... J'ai mangé la patate, hier soir j'ai mangé la patate avec un bon légume. Hein. Je ne savais pas que la patate, il faudrait déjà penser à créer une boulangerie, docteur Péchi, vous en avez les moyens pour pouvoir inonder l'Afrique avec le pain à la patate. Hein, pour pouvoir... On va essayer de mettre de côté ce blé blanchi dont vous parlez et reconquérir chaque matin, si chaque Africain pouvait se lever avec du pain à la patate, ben, votre numéro est affiché à l'écran, ben, les boulangers vous approcheront pour en savoir plus. On a aussi, hein, parce que les jus de fruits abondent aussi dans le marché, on pourra aussi, au Tchad aussi, on a découvert le jus de kakandi qui est appelé en Afrique de l'Ouest le bissap, hein, pour remplacer ces fruits. Le bissap, docteur... le bissap quelles sont les vertus du bissap, en quoi appeler le foléré, si ça pourrait remplacer nos jus, hein, ces jus naturels-là, ces jus artificiels, je voulais dire. Oui, le foléré déjà est un légume, une plante qui lutte contre l'anémie. Il lutte contre l'anémie. J'ai constaté que des peuples de la République du Tchad utilisaient ça. Et quand vous consommez le foléré et que vous aviez l'avantage de trouver la spiruline, oui, c'est une plante qui pousse. Le Tchad est un pays assez riche. Et avec sa spiruline, qui est la meilleure spiruline du monde, malgré tout ce qu'on dit, ils savent que vous allez voir dans l'Antiquité, les esclaves noirs issus du Tchad étaient des gens assez vigoureux, assez robustes. Mais, docteur, ils gardent même leur réputation. La plupart des Tchadiens sont vraiment employés dans les travaux de sécurité. Hein. Lorsqu'on parle de la sécurité, il n'y a pas mieux qu'un Tchadien et même des mercenaires. On connaît ce qui s'est passé au Soudan. Hein. Le Tchadien doit sa vigueur vraiment à sa santé, lui. Oui, c'est la réputation. Oui, c'est la spiruline du Tchad qui a fait la force même des soldats tchadiens au Mali. Vous avez vu, c'est des gens assez solides, assez robustes, ils sont minces, très très résistants, ils peuvent faire des semaines sans manger. Ils sont fortement aguerris, les Tchadiens, les militaires tchadiens. C'est grâce à la spiruline, c'est grâce au foléré dont nous parlons. On se demande pourquoi ils ne sont pas aux Jeux de Rio. Hein. Non, ils n'ont pas besoin des Jeux de Rio, c'est des patriotes. C'est des patriotes, ils ont leur sport préféré qui est la course, le jogging. De toute façon, vous l'avez bien dit, ils ont une santé vraiment de fer. On gagnerait à faire un peu comme les Allemands. Ils prennent des gombos africains, les Africains n'ont plus rien, et parce qu'ils ont tout pris, on gagnerait à prendre la spiruline aussi pour encourager nos soldats au niveau dans la guerre contre Boko Haram. Hein. Si le message passe, on va leur arracher tous ces spirulines pour avoir une santé aussi de fer aussi forte que la leur. Docteur Théomnou, hein, ce sont presque les derniers propos pour Afrique Santé dont l'heure ici n'est pas la denrée la mieux partagée. Non, il faut dire que l'Afrique devrait mettre en place un programme stratégique de son autodéveloppement. Je parle davantage du développement inclusif
et durable que de l'émergence, parce que le terme émergent ne veut rien dire. Alors, il s'agit pour l'Afrique de penser aux produits naturels qui devaient remplacer progressivement les boissons artificielles. Il y en a tellement. Parmi ces produits, vous avez cité le foléré, on peut citer le jus d'aloe vera, dont la culture peut se généraliser partout en Afrique et en quantité industrielle, et qui sont des produits à la fois alimentaires, mais surtout thérapeutiques, à large spectre. Merci, docteur Théomnou, vous parlez de jus, parce que même au Tchad, il y a le jus de la banane. On sait bien que la banane est essentielle dans les problèmes qui luttent contre... Le jus de banane lutte contre les problèmes cardiovasculaires. Alors le jus de banane, si le réalisateur peut montrer ce verre de jus de banane, très fier, très cher au Tchad, le temps qu'il affiche ce jus de banane, l'Africain peut se nourrir avec sa propre boisson. Professeur Oubar Razak. Oui, merci mon chéri. L'Africain peut se nourrir de ses propres boissons. Et même, vous savez, il y a le jus de baobab, le grain de baobab, qui est vraiment riche en vitamine C et vraiment qui aide beaucoup des Africains. Donc, vous voyez le jus même de banane que nous voyons. Donc, tout cela constitue vraiment un point, n'est-ce pas, d'énergie de l'homme africain. Mais actuellement, nous nous donnons, n'est-ce pas, à des trucs chimiques. Parce que même lorsque vous voyez la publicité des oranges, on nous dit que ces sandos constituent, n'est-ce pas, 5 oranges. Vous comprenez? C'est assez sans dose. Voilà, c'est assez sans dose. Or qu'on a des oranges naturelles que l'homme africain pouvait prendre, n'est-ce pas, et boire que d'aller, n'est-ce pas, payer des trucs chimiques pour le désaltérer. Merci, professeur Oubarazak. On parlait de la souveraineté alimentaire. L'Afrique gagnerait à retrouver sa souveraineté alimentaire en donnant plus de budget à l'agriculture bio. La richesse de l'Afrique tout entière passe par l'agriculture. Cette première façon, le repositionnement, se repositionner et s'enraciner pour pouvoir conquérir le monde. Merci, Dr Péchi, d'avoir répondu à cette invitation. Professeur Oubarazak, président de l'Association des tradipraticiens de santé du Cameroun. Dr Théomnou, qui manipule à aisance la vitaminothérapie, la phytothérapie et qui est chercheur dans les questions d'environnement. Dr Jean Denis, qui est hygiéniste et qui, à lui seul, peut encadrer, qui a commencé à encadrer le club biotechnologie de son université, c'est-à-dire que la relève est assurée pour une transmission pérenne de ce que l'Afrique a de meilleur, l'agriculture et les plantes. À vous, téléspectateurs, merci d'avoir pris part à ce débat panafricain, d'où la question de la souveraineté alimentaire pour pouvoir faire barrage à l'impérialisme alimentaire. Le danger dans nos assiettes, ça continue à la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.